Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la finale suisse du concours international Ma thèse en 180 secondes. C'est un peu comme l'Eurovision de la recherche et de la rhétorique, puisque là où la meilleure ce soir, là où le meilleur ce soir, va partir représenter la Suisse à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour la finale internationale, ce sera mi-novembre. Et tout comme l'Eurovision, l'événement de ce soir est diffusé en direct sur notre page Facebook, sur LinkedIn et notre site web, ce qui va vous permettre à vous, chez vous, derrière votre écran, de participer également à la soirée. Mais ça, on vous l'explique tout à l'heure. Oui, cette soirée sera aussi à revoir sur la télé Vaux Fribourg. Donc comme on est filmé, merci à tout le monde de mettre le téléphone sur silence. Nous avons le plaisir d'accueillir sur scène Bernard Ries, vice-recteur de l'Université de Fribourg, qui va vous souhaiter la bienvenue. Il est où? Il est là. Ah, il est là. Chères doctorantes, chers doctorants, mesdames, messieurs, cher public, bienvenue à la finale suisse de ma thèse en 180 secondes. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous vous accueillons ce soir ici à l'Université de Fribourg pour un événement exceptionnel. Un événement où la science rencontre l'éloquence, où le savoir se partage avec passion et simplicité. Alors nous avons tous dans notre tête des images de laboratoires et de bureaux remplis de chercheuses et de chercheurs absorbés dans leurs réflexions et leurs expériences. Ce soir, pourtant, nous mettons à l'honneur une autre facette tout aussi essentielle de la recherche scientifique, la communication et la vulgarisation. La capacité de transmettre des idées complexes de manière claire, concise et accessible est une compétence souvent sous-estimée. Et pourtant, elle est précieuse. Elle permet de démystifier la science, de la rendre compréhensible et attractive pour le public large, et de montrer l'impact réel de la recherche scientifique sur notre quotidien et sur notre société. Les finalistes aujourd'hui ont dû acquérir cette compétence précieuse et ils relèvent ce soir un défi de taille. Expliquer un grand projet de recherche auquel ils ont souvent consacré des années de travail en seulement 3 minutes. C'est un exercice qui exige non seulement une maîtrise parfaite du sujet, mais aussi une grande créativité et une capacité exceptionnelle à communiquer et à synthétiser l'information. Mesdames, Messieurs, nous avons ici les futures ambassadrices et ambassadeurs de la science, celles et ceux qui sauront faire passer le flambeau des connaissances avec passion et clarté. La relève scientifique est essentielle dans le monde académique. Les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs, comme celles et ceux que nous avons écoutés ce soir, sont les moteurs du changement et les architectes de demain. Leur enthousiasme, leur curiosité et leur détermination sont des atouts précieux pour faire face aux défis multiples que rencontre notre société aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement tous les finalistes pour leur engagement de manière générale et leur courage, en particulier ce soir. Vous êtes des exemples inspirants pour les générations futures. Merci également aux membres du jury pour leur expertise et leur dévouement, et à vous, cher public, pour votre présence et votre soutien. Je vous invite maintenant à ouvrir grand vos oreilles, à laisser votre curiosité s'éveiller et à apprécier cette rencontre unique entre la science et l'art oratoire. Que la meilleure présentation gagne, mais surtout que la passion pour la science continue à grandir en chacun de nous. Bon spectacle à toutes et à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard Ries. Et maintenant, place au concours comme vous l'avez dit. Le principe est simple, mais pas facile. Il faut résumer sa thèse en 3 minutes de manière concise, claire et convaincante. Chaque candidat peut s'aider d'une image et c'est tout. Et il ne doit impérativement pas dépasser les 180 secondes. Si un ou une candidate termine son explication avant le gong, il sera obligé de rester sur place
jusqu'à la fin des 180 secondes. Puni. Ce soir, nous aurons toutes et tous une chance d'entrer dans le cerveau d'un poisson nettoyeur, de plonger dans la mode féminine de la Grèce antique. Ce soir aussi, vous entendrez des secrets bien gardés par la science, comme celui de la recette du bonheur ou des antiviraux à large spectre. Pour évaluer ces finalistes, on a un public dynamique et attentif, vous, mais aussi un jury de haut vol. Tania Burry, journaliste culturelle au sein de l'agence suisse de presse Keystone ATS. On a aussi Fabien Caruso, docteur, on peut les applaudir. Fabien Caruso, docteur en neurosciences de l'Université de Genève, premier prix du jury de ma thèse en 180 secondes suisse 2023. Marie-Laure Chablot, responsable de la production artistique du Nouvel Opéra de Fribourg. Bravo. Catherine Milso, membre de la direction du Fonds national suisse de la recherche. Et cette année, le jury est présidé par le journaliste de la RTS, Jean-Philippe Seppi. Pour juger les finalistes ce soir, ce jury va se baser sur 3 critères qui peuvent vous inspirer aussi pour vous, public, voter. 1. Les talents oratoires et l'implication. 2. La vulgarisation. 3. La structuration de l'exposé. Il y a 6 points pour chacun de ces critères, ce qui fait un total de 18 points. Pour arriver à 20, on en rajoute 2 qui sont les points coup de cœur. Moins 2, je retire 5 plus 4. Oui, on a déjà perdu, mais on est d'accord. Les points coup de cœur que le jury peut attribuer sans aucune justification. 3 prix sont en jeu, d'une valeur inestimable, bien sûr, mais aussi avec quelques sous, ce qui n'est jamais négligeable quand on est doctorante ou doctorant. 750 francs pour le 3e, 1000 francs pour la 2e place, 1500, oui, pour la première place, assortie donc d'un voyage à Abidjan. Et vous, public, ici à l'Université de Fribourg, ou bien chez vous, si vous nous suivez en direct, vous pourrez aussi voter. Votre choix permettra à un ou une candidate de remporter un prix de 750 francs grâce à un QR code qui vous sera diffusé à la pause. Et comme on est 2 fribourgeoises, Marie? Oui, comme on est 2 fribourgeoises, eh bien, pour mettre en valeur les talents de la recherche suisse. Nous avons donc 2 fribourgeoises, puisqu'on est à Fribourg. Marie Riley, qui est multitalent, qui est blagueuse, animatrice de l'émission RTS Les Décodeurs, et il se trouve que c'est aussi ma petite sœur. Et Claire, qui est donc ma grande sœur, mais surtout journaliste à la RTS, ancienne présentatrice du 12-45, aujourd'hui incarnante du format digital. Ça change quoi pour toi? Alors, il fallait bien qu'on teste le chrono ce soir. Oh, bah merci. Il fallait qu'on teste le chrono pour être sûr que tout marche bien pour nos candidates et candidats, sauf que évidemment on n'a pas écrit de thèse, enfin pas moi, toi que pas je toi crois pas. Non, plus, non, désolée. Alors on s'est dit, mais en vrai, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la vie en 3 minutes? Oui, parce que des fois, on espère que ce ne sera pas le cas ce soir, hein, mais 3 minutes, c'est très long et parfois c'est très très court. Alors le chrono, on va le tester maintenant. Est-ce qu'il est prêt? Attention, top! « 3 minutes, c'est le temps de dévaler une piste de ski, ce qui contraste avec les 3 heures de route, 30 minutes de queue et 20 minutes de marche en souliers de ski. » Oui. 3 minutes, c'est le temps que prend un test de grossesse pour donner son résultat. Juste de quoi faire le point sur son épargne ou regretter les choix que vous avez faits durant vos dernières vacances. 3 minutes, c'est le temps que dure le plaisir incomparable de rentrer dans des draps propres. 3 minutes, c'est exactement ce qui manque comme cuisson à votre poulet pour que votre belle-mère vous aime enfin. 3 minutes, c'est le temps de s'inscrire sur les listes électorales, surtout si vous êtes de nationalité française. 3 minutes, c'est le temps qu'il faut à David Lemos pour reprendre son souffle après un but de la Suisse. En 3 minutes, vous trouvez 2 sources fiables au poste que vous vous apprêtez à diffuser sur les réseaux sociaux, ce qui vous donnera l'air beaucoup plus malin. 3 minutes, c'est le temps qu'on prend pour faire sa liste de commissions, alors que c'est à la seconde à laquelle on arrive au magasin qu'on réalise qu'on l'a oublié à la maison. Bon, alors là, Marie, ça fait trop longtemps que j'habite à Genève, j'ai cru que tu allais nous parler de ta grosse commission, qui elle aussi prend 3 minutes si on laisse son téléphone en dehors des toilettes. Merci Claire. Il n'y a pas de mal. 3 minutes, c'est le temps qu'il faut à Falcon 9, la fusée de SpaceX, pour atteindre l'espace. 3 minutes, c'est aussi le temps qu'on passait les mains sur les côtes de quelqu'un dans la boum de nos 13 ans, parce qu'il fallait attendre tout le slow pour que ça se finisse, sauf moi, parce que je suis née dans les années 90, enfin je suis née avant, mais bon, c'était dans les années 90, et ils mettaient tout le temps Wind of Change, qui dure 5 minutes 10. 3 minutes, c'est le temps qu'Alex Baumgartner a passé en chute libre lors de son saut depuis la stratosphère en 2012. En 3 minutes, une abeille butine 12 fleurs.
3 minutes, c'est le temps qu'il a fallu pour que la moitié du glacier qui recouvrait le volcan islandais, au nom imprononçable, fonde en 2010 à cause de la chaleur provoquée par l'éruption. 3 minutes, c'est le temps qu'on est censé respecter pendant le Covid pour se laver les mains, et je vous signale qu'on est toujours censé le faire. En 3 minutes, vous pourrez courir 1878 mètres. Ça, c'est si vous êtes Usain Bolt. Si vous êtes moi, vous faites 100 mètres et puis il vous faut 3 minutes pour récupérer. Si votre bébé ne vous laisse pas dormir, ce qui arrive souvent, on vous conseille de quitter la pièce toutes les demi-heures pour 3 minutes, le temps de respirer. 3 minutes, c'est le temps que votre bouffée d'air frais va prendre pour passer dans les poumons, puis dans le sang, puis être envoyée dans le corps pour atteindre vos cellules et les oxygéner. Et 3 minutes, c'est aussi le temps de fumer une clope. 3 minutes, c'est le temps que mettait un enfant pour courir 800 mètres en 1971, alors qu'il lui faut 4 minutes aujourd'hui. Selon la Société française de cardiologie, en 40 ans, les enfants ont perdu 25% de leur capacité pulmonaire. Et c'était avant la puff. 3 minutes, c'est le temps d'un flash info à la radio, sauf s'il y a un tremblement de terre, enfin c'est très long, s'il y a un tremblement de terre, beaucoup de morts et que vous avez un fou rire. Oui. C'est aussi le temps qu'on a pour faire pipi entre les flash infos. 3 minutes, c'est le temps de cuire un œuf à la coque. Mais qui les mange comme ça ? 3 minutes, c'est le temps que David Rush, un habitant de l'Idaho, a pris pour gonfler 28 ballons avec son nez. Et 3 minutes, c'est aussi le temps qu'on vous accorde pour résumer une thèse qui vous a pris des mois, des années de votre vie. En plus, il faut que tout le monde ait compris à la fin. C'est le principe de la soirée qui commence maintenant. Le chrono a l'air de fonctionner, nous pouvons donc nous plonger dans le cœur de cette soirée qui, je vous rappelle, est à suivre sur les réseaux sociaux, sur le site de l'Université de Fribourg et sur Facebook. Le temps juste de remercier nos partenaires pour cette soirée, le Fonds national suisse, la CUSO, Multivideo, DOSO et les alumni. On les applaudit. Allez. On y va ? On y va. Très bien. Elle a toujours été passionnée par les émotions. Elle doit d'ailleurs être en train d'être passée par toutes les émotions, puisqu'elle est la première à passer ce soir. Toi, par exemple, Marie, c'est quoi l'émotion que tu gères le mieux ? Enfin, que tu gères pas, il n'y en a pas. Ben, c'est comme moi, ce qui n'est pas tout à fait un hasard, mais bon, ça tombe mal. Il semblerait que la gestion des émotions ait un lien direct avec notre capacité à être heureuse ou heureux. Pour nous expliquer, elle vient de l'Université de Neuchâtel. Sa thèse s'appelle « Exploration des mécanismes médiant la relation entre l'intelligence émotionnelle et le bien-être subjectif ». Merci d'accueillir dans un tonnerre d'applaudissements Maroussia Nicolet Di Félix. Avez-vous déjà rêvé d'être plus heureuse, plus heureux dans votre vie? Sûrement, et ça tombe bien. Ce soir, je vous dévoilerai le secret de la recette du bonheur. Mesdames et messieurs, je vais tout d'abord vous raconter comment je l'ai découvert. J'ai décidé de pister des personnes qui possèdent une connaissance remarquable des émotions. Elles sont appelées émotionnellement intelligentes. Leurs 3 principaux talents sont, premièrement, une hypersensibilité qui leur permet de détecter rapidement les émotions. Deuxièmement, une reconnaissance précise des émotions présentes sur le visage, le corps et dans la voix. Même les émotions les plus subtiles sont reconnues à tous les coups. Enfin, troisièmement, elle possède une compréhension fine de chaque émotion. Et alors, me direz-vous, pourquoi s'intéresser aux personnes émotionnellement intelligentes? De nombreux travaux montrent qu'elles sont plus heureuses. Comment est-ce possible? C'est justement ce que je tente de comprendre en analysant comment elles se comportent dans des situations émotionnellement chargées. Imaginez par exemple une situation dans laquelle une personne sans gêne vous pique votre place dans une longue file d'attente. Par-dessus le marché, vous êtes déjà très pressé et vos enfants commencent à s'agiter dans tous les sens. Comment réagissez-vous? Vous explosez de colère? Ou vous gardez votre calme?
Mes recherches montrent que les personnes émotionnellement intelligentes réagissent moins facilement et moins longtemps aux émotions négatives. À l'inverse, elles réagissent davantage aux émotions positives. Réagir ainsi les rend plus heureuses. Mon étude montre aussi qu'elles utilisent des stratégies plus adaptées pour gérer leurs émotions. Par exemple, en les acceptant, en évaluant la situation sous un angle différent, ou alors en relativisant. Gérer leurs émotions de manière adaptée les rend plus heureuses. Pour conclure, la recette du bonheur repose sur une solide connaissance des émotions, accompagnée d'une habileté à les gérer. Voici le secret de la recette du bonheur à mettre en place dès maintenant. La magie de ce concours Ma thèse en 180 secondes, c'est aussi de faire venir des gens depuis Zurich, des grandes villes donc, jusqu'à Fribourg, comme notre prochaine candidate. Alors qu'en principe, c'est plutôt les Fribourgeoises et les Fribourgeois qui se mettent sur leur 31 pour partir à Zurich, puis après ils s'arrêtent à Berne parce qu'au moins là, on leur parle français. Notre prochaine candidate étudie en Suisse allemande la littérature francophone de l'extrême contemporain et sa thèse se penche sur la trilogie européenne de l'essayiste écrivain Camille de Toledo. Elle représente la faculté de philosophie de lettres de l'université de Zurich. Sa thèse s'intitule « Reconstruire l'histoire de la trilogie européenne de Camille Toledo, figuration et application de la pédagogie du vertige ». Merci d'accueillir Ariane de Testa. Et si un arbre pouvait nous aider à envisager notre avenir? Mais Ariane, quel rapport avec ta thèse en littérature contemporaine? Attendez, je vais vous expliquer. Un travail en littérature consiste à comprendre, à décortiquer et à décrire le plus précisément possible les mécaniques mises en œuvre par un écrivain pour produire du sens, et à voir comment, dans les textes, la réalité et la langue sont reconfigurées pour transmettre des idées de manière complètement inédite. L'auteur auquel je m'intéresse s'appelle Camille de Toledo. Et si je veux vous le faire découvrir, au cas où vous ne le connaîtriez pas encore, c'est parce que je suis convaincue qu'il peut nous enseigner beaucoup de choses sur la nécessité de la littérature aujourd'hui. Ben oui, parce qu'il écrit aujourd'hui. Peut-être qu'il est là? Bonjour. Je m'intéresse à sa trilogie européenne, et comme son nom l'indique, l'Europe est au centre des préoccupations de l'auteur, et surtout notre manière d'habiter ensemble ce vaste territoire. Le premier livre de la trilogie s'appelle « Le être et le boulot », et même s'il parle de plusieurs arbres, le être, le boulot, le banyan, il ne s'agit pas d'un livre de biologie, mais bien d'un essai sur la tristesse européenne, une émotion qui, d'après l'auteur, hante nos sociétés et nous empêche d'envisager un avenir positif, parce que nous sommes figés par un passé traumatique nous empêchant d'avancer. Un peu comme si nous avions des racines à la place des jambes, des racines qui nous rendraient immobiles et passifs. L'auteur figure cet état par le être. Un arbre, nous dit-il, qui n'a pas été plus proche de nous représenter, parce qu'il permet de représenter une façon d'être, justement, marquée par un H. Le H de l'histoire, mais aussi le H de la hantise, une lettre spectrale, fantomatique, qu'on perçoit, il est là, graphiquement, physiquement, mais à peine, parce qu'à l'oral, on ne l'entend pas. Pour guérir de la tristesse et de l'immobilité associée au être, Camille de Toledo a recours à un autre arbre, le banyan, qui se déploie de tous côtés. Il pousse en hauteur, en largeur, en diagonale et figure le dynamisme et la capacité créative d'adaptation. C'est cet arbre qu'il utilise pour imaginer une utopie complètement vertigineuse pour l'Europe. Vous l'aurez compris, l'auteur porte une attention toute particulière aux mots, à leur son, à leur graphie, aux idées et aux images qu'ils véhiculent. Il nous entraîne à penser notre rapport à l'histoire et aux histoires qu'on se raconte.
entre autres à travers l'allégorie, qui consiste à prendre quelque chose de concret pour représenter l'abstrait. Ici, les différents arbres représentent différentes façons d'être au monde, de penser nos relations à autrui et aux grandes fictions qui se trament souvent malgré nous. On en revient aux émotions avec notre prochaine candidate, mais d'un point de vue beaucoup plus technique, Claire. En effet, un peu comme dans le film de Pixar, Vice Versa, qui décortique comment fonctionnent nos émotions, joie, colère, tout ça, elle a appelé ses connaissances en neurosciences et en psychologie, mais aussi en informatique. Elle est née à Kuala Lumpur, elle étudie à l'Université de Genève. Sa thèse s'intitule « Représentation des émotions et de leurs composantes au sein des réseaux cérébraux ». Merci d'accueillir Mi Shui Tan. Imaginez ceci. Vous montez dans votre voiture pour partir en vacances et vous vous retrouvez coincé dans un énorme embouteillage. Que c'est pénible. Ne serait-ce pas idéal si vous pouviez transformer cette émotion négative en un moment joyeux? Pour comprendre comment, plongeons dans le monde des émotions. Les théoriciens de l'évaluation des émotions ont mis en avant l'importance de notre évaluation d'une situation. C'est la composante critique qui nous fait vivre la gamme d'émotions qui colore nos vies. En fait, que nous le réalisions ou non, nous évaluons constamment les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Avons-nous le pouvoir de faire face à une telle situation? Est-il difficile d'atteindre nos buts? Cette théorie explique comment nous percevons le monde à travers notre propre prisme, personnalisé par notre bagage émotionnel unique. Maintenant qu'on a une théorie, il est temps de la mettre à l'épreuve en laboratoire. Comment peut-on susciter les émotions dans un environnement aussi contrôlé et stérile? Les scientifiques ont l'habitude de montrer aux participants des images, par exemple d'un chien mignon ou d'une émeute sanglante. Pour rendre l'expérience plus immersive, nous avons pimenté les choses en développant un jeu vidéo amusant, n'est-ce pas? En réalité, c'est sérieux. Afin d'avoir une vision holistique de l'émotion, nous mesurons toutes ces composantes. Nos évaluations, nos comportements, nos réponses physiologiques, notre activité cérébrale et les ressentis subjectifs. Ce qui était rarement fait dans le passé. Par notre jeu vidéo, nous avons pu montrer que lors de moments évalués comme défavorables, la fréquence cardiaque monte, les mains sont moites et les parties du cerveau liées à l'évitement deviennent plus actives. Ces situations sont souvent ressenties comme frustrantes ou regrettables. Au contraire, dans les situations évaluées comme favorables, la fréquence cardiaque sera plus lente et le système de récompense dans le cerveau s'active. On ressent alors de l'amusement et de la satisfaction. Revenons à vous, coincés dans l'embouteillage. Au lieu de succomber à la frustration, vous décidez de changer de perspective. Vous montez le volume de la musique pour faire un karaoké dans la voiture. Vous voyez, la manière dont les situations sont évaluées peut changer nos expériences quotidiennes, juste comme la théorie prédisait. Alors que nous concluons notre voyage riche en émotions, souvenez-vous, la vie est votre piste de danse, les émotions sont vos mouvements, et vous, vous êtes le DJ. Est-ce que tu te rappelles, Marie, quand on allait à l'école au XXe siècle, j'allais dire au XIXe, on apprenait la sexualité avec les abeilles, les petites fleurs, tout ça. Eh bien, figure-toi que pour les anguilles, on n'est toujours pas sûr de comment elles font les bébés. Avec la thèse de notre prochain candidat, on n'en saura pas plus sur ça. Par contre, on va savoir beaucoup de choses sur leur manière de nager. Il vient de l'île de Kythnos en Grèce et représente ce soir l'EPFL à Lausanne. Sa thèse s'intitule « Propulsion ondulatoire, rôle de la cinématique des tourbillons et de la détection sensorielle dans la nage individuelle et collective ». Merci d'accueillir Alexandros Anastasiadis.
avez-vous déjà essayé d'attraper un poisson à main nue? Moi, quand j'étais petit, j'essayais plein de fois sans jamais réussir. En même temps, les poissons ont eu bien plus de temps pour s'entraîner qu'ils ont évolué pour devenir d'excellents nageurs. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que je ne savais pas quand j'ai commencé mon doctorat. Il y a des poissons, par exemple les anguilles, qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres sans manger. Ça, c'est de l'efficacité. Maintenant que je suis un ingénieur, quand j'entends le mot efficacité, ça me donne des frissons. Alors, pour comprendre cette nage efficace, on a créé notre robot Anguilla. Anguilla a la longueur et la forme d'une anguille. Et à l'intérieur de cette combinaison intense, on trouve une chaîne de moteur avec une queue flexible. Mais encore plus important, Anguilla peut imiter les mouvements d'une anguille en ondulant de la tête à la queue. Et c'est grâce à cette ondulation qu'Anguilla peut nager efficacement. Contrairement au bateau dont les hélices tournent pour faire pousser l'eau vers l'arrière, la nage des anguilles est bien plus douce et gaspille moins d'énergie. Dès que l'onde se forme au niveau de la tête, l'eau se met à tourner pour créer un tourbillon, un vortex. Et un vortex, c'est un moyen très efficace pour transporter l'eau en mouvement. Alors, comme l'onde continue à se déplacer, ça emporte le vortex vers la queue. Et la queue a un rôle très important. Elle doit réorganiser les vortex et les pousser derrière elle. Cela crée un jet puissant vers l'arrière pendant qu'Anguilla avance. Mais pourquoi ne pas observer directement une anguille dans le labo? On n'a pas une anguille. On n'est pas des biologistes. Mais encore plus important, Anguilla nous permet de jouer avec tous les paramètres de l'ondulation. Comme ça, on peut essayer toutes sortes de mouvements. Et on peut mesurer la consommation d'énergie. C'est comme ça qu'on obtient l'efficacité. On peut aussi déterminer quelles sont les ondulations les plus efficaces, quelles sont les plus rapides, et quelles sont les limites de cette sorte de mouvement. On a aussi des techniques qui nous permettent de visualiser les vortex autour de notre robot. Comme ça, on peut apprendre à manipuler l'eau en s'inspirant d'un des meilleurs nageurs sur Terre. À la fin de mon doctorat, je ne serai peut-être pas capable d'attraper un poisson à main nue, mais je serai un petit peu plus proche de savoir pourquoi je ne peux pas y arriver. Merci beaucoup. Voilà, nos 4 premiers finalistes sont déjà passés, donc on va faire un premier recap des présentations. Nous avions Maroussa Nicolas Di Félix de l'Université de Neuchâtel qui nous a donné la recette du bonheur. Ariane de Testa de l'Université de Zurich, à faculté de philosophie sur la trilogie de l'essayiste, de l'écrivain Camille de Toledo. Michel Tan de l'Université de Genève pour les émotions en informatique. Et Alexandros Anastasiadis, qu'on vient d'entendre de l'EPFL de Lausanne sur la nage des anguilles. Bravo. On poursuit avec notre prochaine candidate, Claire. Il y a plusieurs mots qu'on n'a absolument pas envie d'entendre dans la vie. Alors, par exemple, il y en a un, c'est sûr, c'est « il faut qu'on parle » d'à peu près n'importe qui, mais surtout son amoureuse ou son amoureux. Il y a aussi « venez dans mon bureau ». Ça, c'est quand c'est prononcé par votre patron ou votre patronne. Il y a « Voldemort » si vous êtes Harry Potter. Et le pire de tous, c'est « métastase », surtout si c'est votre médecin qui vous en parle. C'est donc d'autant plus important d'y consacrer une thèse. Celle de notre prochaine candidate s'intitule « Étude de la progression tumorale et des métastases par les cellules tumorales circulantes ». Elle est née à Boston, elle a étudié à l'Université de Lausanne. Merci d'accueillir Johanna Vuille. Il faut que je vous prévienne, c'est une histoire qui commence mal. Les criminels avaient pris possession du vieux continent. Ils semaient la terreur, détruisaient tout.
Les plages grouillaient de bandits quand soudain leur vient une nouvelle idée. Conquérir de nouvelles terres au-delà des flots, étendre leur territoire. Alors ces pirates assoiffés de pouvoir embarquent sur leurs navires. Par chance, la météo change. La tempête arrive et rapidement, des flots bouillonnants engloutissent tous les pirates. Tous? Non. Certains survivent et bientôt, les plus coriaces d'entre eux posent pied à terre sur leurs nouvelles îles. En un rien de temps, les nouvelles colonies de pirates se disséminent partout. Alors je les connais, moi, ces bandits. Je les ai même étudiés. Parce que ce périple, c'est ce que toute cellule cancéreuse métastatique doit effectuer. Qu'est-ce qu'une cellule cancéreuse? Eh bien, c'est une cellule qui se prolifère et se divise sans contrôle dans un organe primaire, le sein, la peau, tels les brigands sur le vieux continent. Mais une cellule cancéreuse métastatique, elle, est encore plus dangereuse. Elle circule dans les vaisseaux sanguins, tel un pirate sur les océans, pour envahir et coloniser de nouveaux organes. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Il faut survivre dans la circulation sanguine, puis proliférer dans un nouvel environnement peu accueillant. Et pourtant, certaines cellules résistent, rusent et atteignent leur but ultime, former une métastase. Durant ma thèse en laboratoire, j'ai donc analysé ces malfrats, ces cellules cancéreuses circulantes. À partir d'un simple échantillon de sang de patients, j'ai récolté ces fameux flibustiers qui me sont utiles pour répondre à de nombreuses questions. De quoi une cellule a-t-elle besoin pour survivre et proliférer? Et comment reconnaître le plus féroce parmi tous les pirates, celui qui mènera l'assaut? Dans le cancer de la prostate, j'ai comparé ces cellules cancéreuses circulantes à des cellules de prostate saines. Et j'ai découvert qu'elles se transformaient pour échapper au contrôle de notre immunité. En bref, ces cellules se travestissent, camouflent leurs signes distinctifs de pirates, le crochet, le cache-œil, pour passer entre les mailles du filet de notre système immunitaire. Et plus le déguisement est réussi, plus les cellules deviennent envahissantes. Néanmoins, j'ai réussi à bloquer ce système de camouflage dans un modèle de souris, et vous savez quoi? Leur système immunitaire a identifié et éliminé ces cellules cancéreuses. En bref, mon projet a montré qu'en démasquant ces cellules, on peut bloquer leur progression. Des résultats prometteurs, surtout qu'il existe des médicaments qui pourraient neutraliser ce camouflage. Alors, oui, c'est une histoire qui commence mal pour tous les patients avec un diagnostic de cancer métastatique. Mais grâce à ce projet, on espère démasquer ces pirates menaçants, les cibler avec des traitements, bloquer leur invasion efficacement. Tout cela pour que, finalement, nous transformions la fin de l'histoire. Et notre prochain finaliste est un paradoxe sur pattes. D'une part, il est passionné d'immortalité et de films d'horreur. D'autre part, sa thèse porte sur la question de la liberté et de la responsabilité individuelle dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Après quelques allers-retours entre l'Angleterre, la France et la Suisse, c'est à l'université de Neuchâtel en faculté de droit qu'il effectue son doctorat. Sa thèse s'intitule « La responsabilisation en tant qu'outil juridique dans la lutte contre les maladies non transmissibles ». Merci d'accueillir Félix Delerme. Vous êtes complètement irresponsable! Ça, c'est ce que la santé publique hurle quand vous mangez des cigachocs, les délicieux céréales du matin, au tabac, au whisky, avec des gros cookies. Malheureusement, vous le savez déjà, les ingrédients des cigachocs, c'est du risque santé concentré. Diabète, cancer, problèmes respiratoires, cardiaques, bingo, c'est gagné! Ces maladies représentent 80% des morts et des coûts de l'assurance maladie. Face à ça, comment intervenir? Ma thèse s'intéresse à l'un des outils juridiques préférés de l'État, la responsabilisation. À mi-chemin entre la loi et la morale, l'État demande que chacun soit responsable. Chacun? Non, les irréductibles entreprises résistent encore et toujours à la responsabilité. En effet, la responsabilité individuelle est inscrite dans la Constitution, la loi suprême suisse. Alors que, pour les entreprises, c'est la liberté économique qui est prononcée.
Appliqué à la santé, ça veut dire que les entreprises vendent librement leurs cigachocs et que ce sera à vous, à la force de votre volonté et de votre rationalité, de plutôt acheter des brocochocs avec des bons gros bouts de brocoli. En réalité, vous êtes déjà un responsable, puisque c'est vous qui payez l'assurance maladie et vous qui serez malade. Si les individus doivent être responsables, pourquoi pas les entreprises? Ma thèse interroge ce déséquilibre et développe un cadre légal pour rendre les entreprises plus responsables. Attention, je vais mettre les points sur les i et les sig. Dans les chocs, cette thèse, elle n'est pas anti-business, elle est pro-santé. Je ne veux pas interdire les cigachocs et vous forcer à manger des brocochocs. Mais aujourd'hui, les entreprises ne tirent que des bénéfices de la vente des cigachocs, sans en assumer les risques pour la santé. Il est donc nécessaire de mieux réglementer. Par exemple, en traitant les cigachocs un peu comme les médicaments. Avoir un organisme de contrôle, encadrer les ingrédients, limiter les publicités, taxer différemment. Les outils potentiels sont nombreux, flexibles et compatibles avec la liberté économique. Certaines entreprises sont même déjà des partenaires, puisqu'elles mettent en place des initiatives de responsabilité et ne sont pas moins rentables, bien au contraire. D'autres sont déjà les adversaires, tapis dans l'ombre, aiguisant leur lobbying, prêts à planter les efforts de santé publique. Qu'elles le veuillent ou non, les entreprises sont les acteurs puissants de notre santé. Et, comme le disait le philosophe, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. À nous donc de rendre les entreprises complètement responsables. Nous sommes toutes les deux fribourgeoises. La direction nous a demandé de n'afficher aucune préférence pour les candidates et candidats locaux. Consigne que nous allons bien évidemment respecter. Alors qu'arrive la toute première candidate fribourgeoise? Oui, alors Ledzakillon, c'est en hommage à sa thèse, parce qu'elle mêle archéologie et fashion, ou même elle fait de l'archéologie de la mode, puisqu'elle s'intitule « Corps et vêtements féminins de la petite enfance au mariage dans l'iconographie vasculaire attique à figure rouge ». Merci d'accueillir Elodie Bauer. Kalispera, bonsoir. Ce soir, je suis un objet d'étude. Je suis une femme grecque et j'ai vécu il y a 2500 ans. Et j'utilise quelque chose que tout le monde utilise depuis toujours et probablement pour toujours. Je suis une femme grecque de l'Antiquité, mais je me suis habillée ce soir comme une de vos contemporaines. Et peut-être que la façon dont je suis vêtue paraîtra un petit peu masculine aux yeux de certains d'entre vous. D'autres encore n'y verront rien de spécial. Eh bien, sachez que la façon dont je suis habillée aurait paru inappropriée, voire même inconcevable, pas seulement durant l'Antiquité, mais il y a encore à peine 150 ans. Mais pas besoin de revenir de si loin. N'oublions pas qu'en France, le port du pantalon chez les femmes, qui est commun depuis des décennies, n'a été officiellement légalisé qu'en 2013. Et moi, comment puis-je m'habiller? Oui, j'insiste sur le verbe pouvoir, car à mon époque, il s'agit bien d'une question de permission. Dans l'Antiquité, le port du vêtement suit des règles officielles. Et chez vous, personnes du futur, c'est encore le cas, même si ça semble moins fort ici en Suisse. Mais bon, vous savez tout de même de manière intuitive que vous n'allez pas vous présenter à un entretien d'embauche en jogging. Le vêtement est un langage. Et chez moi, il y a 2500 ans, sachez qu'il est autant important que le rang social, que l'éducation, et qu'il reflète aussi ces choses-là. Alors, si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai croisé une doctorante de Fribourg tout à l'heure. Elle s'appelle Elodie Bauer, et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle étudie mon vêtement et celui d'autres femmes grecques comme moi, en lisant ce qu'en racontent les auteurs de mon pays, et surtout en étudiant des peintures sur des vases grecs. Elle observe un grand nombre de vases, et elle regarde comment, sur ces vases, les peintres nous ont habillés. Elle étudie nos vêtements, accessoires et coiffures, selon le lieu dans lequel on se trouve, l'activité que l'on pratique et qui on est. Le langage qu'est le vêtement, il permet à cette doctorante, en 2024, à mieux comprendre ma culture et par extension d'autres cultures anciennes et actuelles.
Ils lui permettent aussi, avec un regard neuf, de vérifier ce qu'en disent les chercheurs du siècle dernier. Alors si moi, femme grecque, je suis peinte sur un vase d'Athènes, comment va-t-elle analyser mon habillement? Alors elle s'attardera particulièrement sur mes manches, elle décrétera que si c'est un vase de 450 avant Jésus-Christ, tout va bien, je suis bien grecque. Par contre, avant cette période, ça ne fonctionne pas, car les manches longues et serrées, ce n'est pas grec. Ça a commencé à devenir grec environ 20 ans après la fin de la guerre entre la Grèce et la Perse. Parce que oui, non seulement mon peuple a battu les Perses, mais en plus il leur a piqué des idées de vêtements. Et ça, c'est une des choses que l'on peut comprendre en regardant des vases grecs qui datent d'il y a 2500 ans. Efkaristopoli. Notre prochaine finaliste a tellement de centres d'intérêt qu'elle aurait pu faire une thèse en littérature comparée russe et français alors qu'elle vient d'Allemagne. Elle aurait pu déceler les origines de cette danse brésilienne qu'on appelle le forró ou celle de la baignade dans le lac Léman, mais elle a choisi la facilité. Notre prochaine candidate travaille sur des techniques visant à améliorer la visualisation du substrat myocardique sur les images IRM. Elle représente ce soir la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Sa thèse s'intitule « Imagerie multidimensionnelle de la cardiomyopathie arythmogène ». Merci d'accueillir Yana Wei-Yuetsang. Est-ce que vous vous souvenez de votre dernière randonnée en montagne? Moi, oui. Pas seulement parce que j'ai eu mal aux jambes, mais surtout parce que j'ai plein de photos sur mon téléphone. Chaque fois que je prends une photo, je me demande si je la veux en noir et blanc ou en couleur. La différence? Sur la photo en noir et blanc, on reconnaît les objets uniquement grâce au contraste entre eux. Alors que sur la photo en couleur, on a une information supplémentaire, la couleur. Dans ma recherche en ingénierie biomédicale, je travaille aussi avec une sorte de photo. Pas avec des photos du paysage suisse, mais avec des images du cœur qu'on prend avec un scanner IRM. Les maladies cardiaques sont la cause principale de décès dans le monde. En utilisant des IRM, les médecins peuvent diagnostiquer ces maladies et trouver un traitement. Pour visualiser le cœur, il y a différentes options, comme pour une photo. Dans ma recherche, j'en utilise une qui est similaire à l'option couleur. Dans mon cas, la couleur est une propriété biologique du cœur qui donne des informations sur sa bonne santé ou non. En triant les photos de ma dernière rando, il y en avait une qui était bien, mais sur laquelle on ne voyait pas le sentier. Je commençais déjà à stresser parce que je voulais faire la meuf sur Insta, quoi. Heureusement, j'ai trouvé une solution. Un filtre. Je l'ai mis et voilà, mon sentier apparaît clairement. Pour mes images du cœur, j'ai le même problème. Il y a des maladies cardiaques qu'on ne voit pas sur les IRM. Ce sont des maladies qui se caractérisent par des molécules lentes. De ne pas voir ces maladies n'est pas seulement un problème pour mon ego, mais aussi pour les diagnostics du patient. Pour résoudre ce problème, je fais la même chose qu'avec mes photos. J'applique un filtre. Dans ce cas, j'utilise un filtre qui met en avant les molécules qui bougent lentement dans le cœur. Grâce à ce filtre, les maladies composées des molécules lentes deviennent visibles, comme le sentier sur ma photo. Résultat, le bon diagnostic et une meilleure chance de survie pour les patients. Car à la fin, mon but, ce n'est pas seulement d'avoir des belles images pour mon Insta, mais d'améliorer la qualité des IRM du cœur pour sauver des vies. Merci.
C'était notre 8e candidate. On va donc souffler un peu avec un résumé des 4 dernières thèses. Nous avions Johanna Vuille de l'Université de Lausanne qui nous a parlé métastases. Félix Delerme de l'Université de Neuchâtel sur la responsabilité et les maladies non transmissibles. Elodie Bauer de l'Université de Fribourg qui nous parlait de la Grèce antique. Et Jana Ouye-Zhang qui nous a parlé de l'imagerie IRM du cœur. On peut les applaudir. La prochaine candidate est fan de rugby, qui est l'anagramme de Burgi. Coïncidence? Je ne crois pas. Sa thèse a pour titre « Développement de fibres électroniques et optoélectroniques souples par étirage à chaud ». Alors, il faut plus que 3 minutes. Non, c'est pas vrai. Il faut au moins 3 minutes pour comprendre, mais on nous a dit qu'en tout cas, elle allait nous expliquer le lien qu'avait sa thèse avec un plat qu'on aime tous beaucoup, la fondue. Elle représente la faculté des sciences et techniques de l'ingénieur de l'EPFL à Lausanne. Merci d'accueillir Stella Laperoussa. On a tous un ami trop sportif, qui enregistre chacune de ses activités sur sa montre connectée. Mais ne serait-il pas plus simple d'avoir des textiles intelligents, capables de lire les différents signaux émis par notre corps, comme notre fréquence cardiaque ou respiratoire? De tels textiles pourraient aussi aider les médecins à suivre l'état de santé de leurs patients de manière plus précise et continue. Mais voilà, les fibres qui composent nos vêtements sont incapables de mesurer quoi que ce soit. Ce qu'il nous faut, ce sont des fibres étirables, qui peuvent s'adapter à nos mouvements, et capables de conduire l'électricité. Et ça tombe bien, parce que c'est précisément ce que je développe dans ma thèse. Laissez-moi vous en dévoiler la recette. Première étape, chauffer et tirer pour faire une fibre. Un peu comme quand on mange une fondue. Dans un caclon, on chauffe du vin et du fromage, puis on en tire de longues fibres à l'aide de petits morceaux de pain. Pour mes fibres, c'est un peu pareil, sauf que dans notre jargon scientifique, on appelle ça l'étirage à chaud. Tout commence avec une préforme, qui est la version macroscopique ou à grande échelle de notre fibre. On la crée en assemblant différents matériaux dans une structure que l'on choisit, et dont vous pouvez voir quelques exemples juste ici. Ensuite, cette préforme est placée dans un four et chauffée jusqu'à ce que les matériaux qui la constituent passent de l'état vitreux ou solide à l'état visqueux. Ils commencent donc à s'écouler, un peu comme notre cher fromage fondu. Une fois cet état atteint, on tire sur la préforme pour créer des mètres et des mètres de fibres qui vont conserver la structure initiale et dont chaque élément aura été miniaturisé. Facile, non? Passons maintenant à la deuxième étape, faire une fibre fonctionnelle. C'est là que ça se complique. Nous avons besoin de fibres étirables et conductrices. Mais les matériaux qui conduisent l'électricité, comme les métaux, sont en général très rigides. Alors, comment allier étirabilité et conductivité électrique dans un seul et même matériau? La solution, les composites. Faire un composite, c'est simplement mélanger des matériaux avec des propriétés complètement différentes pour en créer un nouveau qui combine les avantages de chacun. La fameuse fondue à la tomate en est un bon exemple. On combine fromage et tomate pour se régaler tout en soulageant un peu sa conscience parce qu'avec quelques légumes, c'est tout de suite beaucoup plus sain une fondue. Pour mes composites, j'ai choisi un matériau très étirable, appelé élastomère, auquel j'ajoute de petites particules qui conduisent l'électricité. Mais encore faut-il trouver les bons matériaux et le bon dosage. Au final, comme pour toute bonne fondue, il faut une bonne recette. Et mon travail est de développer la meilleure recette pour obtenir ces fibres étirables et conductrices. Vous l'aurez compris, une simple fibre, qu'elle soit faite de fromage ou de matériaux bien plus complexes, peut donc régaler nos papilles aujourd'hui, mais aussi nous aider à mieux diagnostiquer notre état de santé demain. Merci. Appenzelloise et journaliste, notre prochaine candidate s'intéresse au rôle des journalistes dans l'établissement d'un débat public. Elle a de la chance, il en reste encore quelques-uns, mais avec la concentration actuelle des médias, peut-être que dans quelques années, quelqu'un devra écrire une thèse sur comment s'informer sans journaliste. Elle nous vient du phare est helvétique, le canton d'Appenzell, Rhôde extérieur. Elle représente ce soir la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg.
Sa thèse s'intitule « Les débats publics dans les médias de masse, une perspective en réseau ». Merci d'accueillir Antonia Baumgartner. Vous mangerez quoi ce soir? Des pâtes? Une pizza? Une fondue? Le choix est énorme, tout comme dans les débats publics. Des voix allant de la gauche à la droite politique, des perspectives économiques ou culturelles. Un vaste buffet d'informations, d'opinions et d'arguments est à notre disposition. Mais alors comment choisir? Comment s'orienter dans l'actualité? Comment former une opinion éclairée? Pas de panique, hein, vous n'êtes pas seul. Les chefs de cuisine médiatiques sont là pour vous aider. Qui sont-ils? Les journalistes. Leur art, comme des cuisiniers qui préparent un plat, les journalistes récoltent, sélectionnent et transforment des informations, des arguments, des messages, des opinions pour concocter un débat public varié qui vous est ensuite servi dans les médias. Cela permet aux politiciens et politiciennes, aux ONG, aux entreprises, aux citoyens comme vous et moi de discuter, de participer et d'observer l'actualité. Mais comme une recette mal équilibrée peut décevoir le palais, une couverture médiatique unilatérale risque de biaiser notre regard sur l'actualité. Dans ma thèse, j'ai analysé près de 2000 articles et émissions qui traitent un thème brûlant, les réfugiés ukrainiens en Suisse. Avec cet exemple, mon objectif est de comprendre comment ces chefs de cuisine médiatiques accomplissent leur art. Pour faire cela, j'ai étudié leurs recettes et les ingrédients utilisés. Ça veut dire que dans chaque article, j'ai identifié les sources qui s'expriment, le sujet dont elles parlent et à qui elles réfèrent leur message. Et là, j'ai découvert quelque chose. En tout ce qui concerne le statut de séjour, notre alimentation médiatique consistait majoritairement de messages de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et de son département. Et la voix des réfugiés? Plutôt silencieuse. Les chiffres et les problèmes d'hébergement faisaient les gros titres, tandis que les conditions d'hébergement et la santé des réfugiés restaient en cuisine. Surtout dans la phase initiale, la couverture médiatique était mal équilibrée et manquait de diversité. Je dois donc constater que malheureusement, ces chefs de cuisine médiatiques ne sont pas toujours à la hauteur de leur art. Mais toujours, hein, pas de panique. Ma recherche se poursuit avec une nouvelle étape. Je m'efforce maintenant de comprendre le mode de fonctionnement du débat public. Mon objectif est de déduire des recettes qui permettraient aux journalistes de créer un débat public plus diversifié et axé sur l'échange. Un débat public qui nous permettrait de nous orienter et de former une opinion éclairée. Parce qu'une chose est sûre, une bonne alimentation, physique ou intellectuelle, doit être variée. Après tout, qui veut manger une fondue tous les jours ? Le titre de la prochaine thèse est « Traduire Top Dog, Underdog » de Suzanne Laurie Parks, un cas de répétition et de révision ou comment faire jazzer la langue française. On a donc tenu à faire jazzer aussi notre introduction. Notre finaliste a beaucoup travaillé dans les théâtres romans. Elle est membre du super collectif Ajar, écrit actuellement son premier roman. C'est donc tout naturellement que sa thèse s'intéresse au prix Pulitzer 2002 de l'œuvre théâtrale. Merci d'accueillir celle qui représente ce soir la faculté des lettres de l'Université de Genève, Katinka Salzman. Est-ce que Top Dog, Underdog vous rappelle quelque chose? Non? Le nom de la dramaturge peut-être? Suzanne Laurie Parks? Toujours pas? Mais si, vous savez, cette pièce de théâtre incroyablement rythmée qui raconte l'histoire de deux frères au début des années 90 à New York. Il y a Lincoln, l'ancien joueur de cartes et arnaqueur au bonneteau, qui se déguise désormais en Abraham Lincoln. Il y a Booth, qui ne travaille pas et rêve de devenir aussi bon que son frère aux cartes.
Bon, si ça ne vous dit strictement rien, c'est sans doute parce que cette pièce, pourtant iconique aux États-Unis, n'a encore jamais été publiée en traduction française. C'est d'autant plus étonnant que Parks est la première femme américaine à avoir remporté le prestigieux prix Pulitzer de l'œuvre théâtrale avec cette pièce. Alors, comment se fait-il que ce texte n'ait encore jamais traversé l'Atlantique? Ma thèse vise à pallier cette absence. Oui, Top Dog Underdog a résonné tellement fort en moi que j'ai décidé de traduire la pièce en français. Ce qui pose un tas de questions en traductologie, évidemment, car les défis sont nombreux. D'abord, Parks écrit différemment. Elle utilise une variante d'anglais appelée African American Vernacular English, que l'on assimile souvent, mais à tort, à de l'argot, du slang, alors qu'il s'agit d'une langue riche et complexe, difficile à traduire. Et puis, Parks écrit du théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire de traduire pour la scène? Faut-il traduire du rythme avant tout? C'est-à-dire reproduire un flow, un groove ou un beat particulier. Par exemple, watch me close now. Who see the red card? Who see the red card? I see the red card. The red card is the winner. Pick a red card, you pick a winner. Pick a black card, you pick a loser. There's the loser, yeah, there's the loser. There's the black card, there's the other loser, and there's the red card, the winner, you motherfucker. Et c'est là que vient s'ajouter une autre difficulté, la question de la racisation. Oui, c'est un petit détail, mais il est important. C'est que je suis plutôt blanche, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Qu'est-ce que je suis en train de faire lorsque je traduis une réalité que je ne vis pas là, dans ma propre chair? Il va falloir prendre position, car traduire, c'est avant tout faire des choix. Comme les langues ne sont pas des nomenclatures, c'est-à-dire de simples catalogues de mots, on ne peut pas juste transférer le contenu du bocal A dans le bocal B, pensant y retrouver exactement la même réalité. D'abord, les deux bocaux ne sont pas identiques, car d'une langue à l'autre, eh bien, on n'a pas découpé le monde de la même manière, figurez-vous. Le transfert est donc toujours partiel, approximatif en quelque sorte. La traduction constitue une passerelle privilégiée. Ma thèse est un pont, ou, pour le dire avec les mots de Parks, une répétition et une révision, une rep and rev, à laquelle deux nouveaux acteurs francophones prêteront bientôt souffle et corps, et ça, mesdames et messieurs, même ChatGPT ne le fait pas. Notre prochain candidat s'est intéressé aux antiviraux à large spectre, ce qui constitue pour lui une revanche sur la pandémie qui lui a barré la route de l'Australie. Dieu sait ce qu'il aurait fait s'il avait la tête à l'envers. Il nous vient de près de la fabrique de Ragusa, dans le Chasseral, mais si vous êtes allergique aux noisettes, ce qui peut arriver, pas de problème. Notre candidat a aussi créé une start-up capable de vous dire si ce que vous allez manger contient des trucs dangereux pour votre santé. Tout ça entre deux cours de Zumba. Il représente la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne pour sa thèse « Conception d'approches innovantes pour des antiviraux à large spectre ». Merci d'accueillir Grégory Maté. Atchoum! À vous aussi, ça vous arrive d'être malade, infecté par un virus respiratoire, ces microbes qui voyagent à travers les airs. Aussi incroyable que cela ne puisse paraître, il n'existe aucun médicament contre la majorité de ces microbes. Pour vous et moi, ça passera avec de la patience et beaucoup de mouchoirs. Mais pour vos enfants ou grands-parents, leur vie est en jeu. C'est pour empêcher le pire que j'ai commencé ma thèse en virologie. Celle-ci consiste à développer en laboratoire le médicament pour que votre rhume ne s'aggrave pas. Vous n'aimez peut-être pas autant que moi ces microbes, mais eux, ils vous adorent. Ils aiment particulièrement des petits morceaux de sucre à la surface de vos cellules qui leur permettent de s'attacher avant de vous infecter. Mon objectif est d'empêcher qu'ils ne s'attachent trop à vous. J'ai commencé par prendre un de ces microbes, para-influenza. Il m'a dit qu'il aimait bien deux sucres. Nous les appellerons cacao et lait. J'ai alors fabriqué deux molécules, une qui ressemble au cacao et une autre au lait. Pchit, un coup de spray dans votre nez et ces molécules agissent comme un leurre. Elles font croire au virus qu'il vous a trouvé. Malheureusement, ces microbes peuvent toujours être à votre recherche et vous infecter.
J'ai alors rendu mes molécules mortelles. Pas pour vous, pour celui-là. En avoir une sur lui, ça va. Mais quand il y en a trop, boum, paf, explosion du virus. J'ai ensuite testé si ces virus les jouent, ma supercherie. Malheureusement, ils sont plutôt malins. Alors, changement de stratégie. Au lieu d'une ou l'autre de mes molécules, je les ai confrontées à un mélange des deux. Un mélange de lait et de cacao, un bon chocolat chaud. Malheureusement, une fois sur le virus, il y a un conflit entre mes deux molécules. Alors, au lieu d'une qui ressemble au cacao et d'une autre qui ressemble au lait, j'ai créé une seule molécule qui ressemble aux deux sucres en même temps. Un bon Suisse appellerait ça un carré de chocolat au lait. Non seulement il est bien meilleur contre para-influenza, mais en plus il marche contre plusieurs autres de ses ennemis invisibles. Pour savoir si un jour je pourrais vous soigner, j'ai enquêté en passant de mes tubes à essai à une reconstitution de votre nez que j'ai infecté et auquel j'ai administré mon traitement, comme vous le feriez à la maison. Et j'ai même pu tester sur des petits animaux. Grâce à ma thèse, il y aura donc enfin un médicament contre les mauvais rhumes. Et ainsi, des milliers d'enfants et de grands-parents, et que moi-même, seront sauvés. Et c'est déjà l'heure de faire un récap du troisième bloc de candidates et candidats. On a commencé par Stella Laperoussa de l'EPFL qui nous a parlé de l'étirage à chaud de certaines fibres. Antonia Baumgartner nous a parlé des débats publics et médias de masse. Katinka Salzman, vous vous en souvenez, a fait jazzer la langue française en traduisant Top Dog, Underdog. Et Grégory Maté, à l'instant, qui nous vient de l'Université de Lausanne, nous a parlé des antiviraux. On les applaudit. Pardon. Le prochain finaliste à monter sur scène est breakdancer, figurez-vous. Il organisait d'ailleurs des sessions devant le bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Et donc on se propose que s'il gagne ce soir, et je pense qu'il y a peut-être d'autres breakdancers dans la salle, en tout cas il y a ma maman, il nous fasse un spectacle. Ce soir, il représente la faculté des sciences et de médecine de l'Université de Fribourg avec sa thèse « Aperçu intégratif de l'interaction entre les macrophages et les nanoparticules à travers le spectre de la polarisation et de la sénescence ». Merci d'accueillir Henry Lee. Le couteau suisse. La dernière fois que j'ai utilisé ce couteau de poche multifonction, c'était évidemment à l'armée. Nous, de la fanfare militaire, on sait comment manier cet emblématique couteau suisse. Et sergent, tu as pris ta planchette avec toi? Mais selon les situations, on peut aussi utiliser le couteau pour se défendre en cas de danger, ou sortir le tournevis pour réparer des choses. Manger, défendre et réparer. Ces termes décrivent parfaitement un type de cellule immunitaire représenté dans l'image, le macrophage. Issu du grec, ce gros mangeur fait partie de la première ligne de défense de notre corps et agit comme un Pac-Man biologique dévorant les débris et les pathogènes à travers vos tissus. Comme le couteau suisse, il possède une polyvalence naturelle et peut s'adapter à diverses situations, un phénomène appelé polarisation. Les macrophages peuvent donc présenter deux polarités. En présence d'une menace, ils se dirigent vers une réponse inflammatoire, se comportant comme le couteau suisse rouge pour lutter contre le danger. D'autre part, dans certaines circonstances, les macrophages vont se polariser vers le couteau suisse bleu pour soigner l'inflammation et restaurer les tissus. Cependant, dans certaines circonstances, les macrophages peuvent mal utiliser leur capacité, comme tenter de couper un saucisson avec un tournevis. Utiliser le mauvais outil peut entraîner des conséquences néfastes, comme une inflammation chronique ou une vulnérabilité accrue aux infections, favorisant ainsi le développement d'une maladie. Il nous faut donc une stratégie pour remédier à ce problème.
Imaginez si on pouvait éduquer les macrophages à utiliser les bons outils pour lutter contre la maladie. Et c'est là que les nanoparticules entrent en scène en tant que solution thérapeutique. Ingérées par les macrophages comme des pop-corns, ces minuscules particules modifient la polarisation, influençant ainsi leur réaction immunitaire contre la maladie. Dans ma thèse, j'ai non seulement étudié cette interaction, mais j'ai aussi quantifié le nombre de pop-corns ingérés par les macrophages pour déterminer l'efficacité et la sécurité de cette technologie dans le but d'améliorer les traitements du futur. Pour conclure, j'espère que l'utilisation de mon couteau suisse vous a fourni la dose parfaite de pop-corn et que vous êtes polarisé vers une couleur qui me soutiendra. Merci. Les poissons nettoyeurs n'ont plus de secret pour la candidate qui arrive. Voilà 8 ans qu'elle étudie le comportement et l'intelligence de ceux qui se nourrissent des peaux mortes des grandes espèces sous-marines, ce qui en fait peut-être des cousins de ceux qui mangent nos durillons dans les spas des grands hôtels. Elle, en tout cas, ce sont les crêpes qu'elle aime manger, si possible en parlant aux plantes. Ce soir, elle représente la faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel avec sa thèse « Processus cognitif avancé chez le labre nettoyeur, étude de la composante écologique de la cognition ». Merci d'accueillir Léonore Bonin. Je peux vous faire un compliment? Vous êtes intelligents comme des poissons. Non, ne soyez pas offensés, hein, même si les poissons ne sont pas populairement reconnus pour leur intelligence. Mais pourquoi, en fait? À cause de la taille de leur cerveau. Les animaux à sang froid, poissons et reptiles, ont un cerveau en moyenne 10 fois plus petit, proportionnellement à la taille du corps, que les animaux à sang chaud, mammifères ou oiseaux. La taille est donc utilisée pour approximer l'intelligence, la taille du cerveau. Hein. Quand on parle de capacité mentale, on parle de cognition. Une espèce dite intelligente pourra résoudre plus de tâches cognitives ou des tâches cognitives plus complexes qu'une autre espèce. Mais qu'en est-il de la pertinence d'une capacité cognitive? Si je vis dans un monde sans voiture, je n'ai pas besoin de permis de conduire. J'ai donc décidé de considérer les besoins écologiques de l'espèce étudiée. Mettez-vous maintenant dans les écailles d'un poisson nettoyeur. Vous y êtes? En tant que tel, vous êtes capable d'adapter votre comportement en fonction de l'espèce que vous nettoyez. Ainsi, vous pouvez enlever et manger le plus de parasites possible. Vous avez déjà montré au monde scientifique que vous étiez capable de faire preuve de patience, d'anticipation, de raisonnement et même de manipulation. Sur certaines tâches, vous avez déjà dépassé les primates. Du coup, la science continue de se dire « mais ils ont un tout petit cerveau, il doit y avoir une différence ». Et c'est ça que j'ai voulu comprendre. Je suis venue chez vous, mes petits poissons, dans les récifs turquoises de la Polynésie française et dans la grande barrière de corail. Je vous ai attrapé avec une épuisette mis dans un aquarium. Et après m'être assuré que vous vous portiez bien et que vous étiez motivé, je vous ai présenté des problèmes à résoudre. Pour ça, j'ai simplement utilisé un système de choix et de récompense, comme on le ferait par exemple avec un chien. Certains problèmes étaient simples, d'autres plus complexes. Je vous les ai présentés dans des contextes parfois pertinents écologiquement pour vous, parfois plus abstraits. Tout ça dans le but de comprendre comment vous résolvez les problèmes posés par votre environnement. Et vous, mes chers poissons, vous m'en avez donné des réponses. Vos besoins écologiques sont effectivement la base de vos capacités cognitives. De plus, j'ai observé que, pertinent ou pas, avec le bon entraînement, vous pouvez résoudre tous les problèmes. Du coup, c'est peut-être ça, en fait, la différence entre un gros et un petit cerveau. La façon de résoudre un problème, et pas tellement si on peut le résoudre ou pas. Vous résolvez des problématiques qui sont compliquées avec des mécanismes simples. Moi, je dis que c'est une grande intelligence. Alors maintenant, en tant qu'humain, de nouveau, bon retour parmi nous,
Si quelqu'un vous redit dans votre vie que vous avez une intelligence de poisson, dites-lui merci. Merci à vous et vive les poissons! Le prochain finaliste nous vient de Belgique. Il est passionné par la transition écologique et essaie de trouver des moyens de l'accélérer. Il est venu pour ça en Valais et il va peut-être nous dire le pour et le contre entre le plat pays et les montagnes suisses. Sa thèse va peut-être aussi calmer notre éco-anxiété à toutes et tous. Elle s'appelle « Optimisation multi-acteurs pour les communautés d'énergie renouvelable ». Il représente la faculté des sciences et techniques de l'ingénieur de l'EPFL. Merci d'accueillir Dorsan Lepour. Vous reconnaissez ce beau jeune homme derrière moi? Non? Je vous présente Gauthier. Gauthier, il habite Fribourg et c'est un gars ultra sensible à la problématique environnementale. Vous voyez bien, il se déplace uniquement à vélo, il achète ses vêtements en seconde main, il mange des produits de saison. Malheureusement, Gauthier, quand il a fait son bilan carbone l'autre jour, il était super déçu. Vous savez pourquoi? Ouais. Il s'est rendu compte que son logement avait une empreinte carbone colossale. Déception. Pourtant, Gauthier, il n'habite pas dans un palace, non. Il vit dans une petite maison bleue adossée à la colline. Et comme Gauthier est super consciencieux et qu'il l'aime bien, cette maison, il s'est demandé comment la rendre moins polluante. Alors pour ça, il s'est renseigné. Il a confronté les avis des experts, des scientifiques, et il en est désormais convaincu. La combinaison d'une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques est la solution la plus intelligente, car elle permet de réduire drastiquement ses émissions carbone, tout en diminuant ses dépenses mensuelles en énergie. Win-win, double bénéfice. Super, non? Bien dans ce cas, qu'est-ce que Gauthier attend pour remplacer sa vieille chaudière à mazout? Je vous le demande, qu'est-ce qu'il attend? Ouais, il reste un problème et de taille. Oui monsieur, oui madame, Gauthier n'est pas propriétaire. Alors, j'ai pris Gauthier comme exemple, mais ce n'est pas le seul concerné, parce que Gauthier, c'est un peu vous, c'est un peu moi. Nous sommes des locataires. Mais quand on est locataire, que peut-on faire pour diminuer l'impact de son logement? Le choix du système de chauffage et la qualité de l'isolation thermique sont du seul ressort du propriétaire. Et dans les immeubles locatifs, la consommation de chaleur n'est la plupart du temps ni mesurée, ni décomptée de manière individuelle. Dans une telle situation, un locataire économe en énergie contribue à payer pour le chauffage de ses voisins gaspilleurs. Face à un tel constat, on a deux possibilités. Se disputer, se battre avec son propriétaire, avec ses voisins d'immeuble. Ouais. Ou alors, commencer une thèse sur la répartition équitable des coûts et bénéfices de la rénovation des bâtiments. Vu mon gabarit, et comme mon propriétaire c'est Jean-Luc, un valaisan de 2 mètres qui a pratiqué la lutte suisse à haut niveau, j'étais très content de commencer une thèse. Je développe un outil d'aide à la décision qui prend en compte les différents acteurs locaux impliqués dans la rénovation des bâtiments. Concrètement, il s'agit d'un modèle d'optimisation qui permet de déterminer quelle technologie installer, de quelle taille, dans quel bâtiment, et comment répartir les coûts et investissements supportés par les différentes parties prenantes. Je peux appliquer cet outil sur tout le territoire suisse, proposer des scénarios de rénovation et promouvoir des écoquartiers basés sur les énergies renouvelables. Alors c'est très bien, c'est dans l'air du temps, me direz-vous, mais il reste des gens à convaincre. Et la bonne nouvelle, c'est justement que je montre qu'on peut réduire l'empreinte carbone des logements tout en garantissant des répercussions positives sur les portefeuilles de tous les acteurs locaux impliqués. En somme, des logements moins chers et moins polluants, où tout le monde est gagnant. De quoi rassurer le propriétaire de Gauthier, Gauthier et tous ses colocataires. Ce serait dommage de jeter la clé. Lisa et Luc, Sylvia, n'attendez pas. Notre tout dernier candidat à passer ce soir est super fortiche parce qu'en plus de son master, il est devenu papa de 2 garçons avant de se lancer dans sa thèse, alors qu'on sait très bien qu'avec juste un enfant, c'est déjà difficile de vider le lave-vaisselle. C'est peut-être pour cela qu'il veut que ses recherches aient un impact sur le quotidien, en l'occurrence celui de celles et ceux qui vivent avec des pathologies neurologiques et qui pourraient donc changer. Son titre de sa thèse, Impact de la latéralisation motrice de la maladie de Parkinson sur les symptômes non moteurs. Il représente ce soir la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Merci d'accueillir Philippe Vauru.
Ce soir, j'aimerais vous parler de Louise. Depuis 6 ans, Louise vit une relation tumultueuse avec Parky. Vous avez sans doute déjà entendu parler ou connu Parky. Parky n'est autre que la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une pathologie neurodégénérative dont le diagnostic dépend de la présence de symptômes moteurs, comme par exemple un tremblement ou des difficultés pour marcher. Saviez-vous que dans 96% des cas, ces symptômes se manifestent de manière asymétrique, c'est-à-dire soit du côté gauche du corps impliquant l'hémisphère cérébral droite, soit du côté droit du corps impliquant l'hémisphère cérébral gauche. Mais la relation entre Parky et Louise ne se résume pas uniquement à du visible. Il existe une catégorie de symptômes dits non moteurs, c'est-à-dire une constellation hétérogène de symptômes cognitifs, olfactifs, digestifs, qui la plupart du temps sont invisibles pour vous autres et dont l'évolution d'un temps est méconnue. Vous allez me dire, comment évaluer cette relation invisible entre Louise et Parky? C'est dans ce contexte que nous, neuropsychologues, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Attendez voir, vous avez dit neuro? Neuro quoi encore? Neuropsychologue. Notre objectif à l'aide d'outils spécifiques, c'est d'évaluer ces fonctions cognitives, comme la mémoire, ou bien vos capacités à reconnaître les émotions, comme la tristesse. Maintenant, j'aimerais vous proposer de prendre les 3 ingrédients suivants. La maladie de Parkinson, la symétrie, la neuropsychologie. Vous mélangez le tout et vous obtenez votre plat de résistance de ce soir. Ma thèse. L'objectif de ma thèse, c'est d'évaluer en fonction de ce côté du début de la maladie, l'évolution de ces symptômes cognitifs. Pour cela, je n'ai pas évalué Louise ou d'autres personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Vous allez me dire, encore un de ces doctorants flemmards. Non, du tout. Saviez-vous qu'au cours des 30 dernières années, de par le monde, nous avons accumulé une multitude de données sur la maladie de Parkinson. Et grâce à ces données, j'ai pu observer que dès la phase précoce, mais également à long terme, il existait des profils et des phénotypes différents. Mais je ne me suis pas arrêté en si bon chemin. J'ai également eu l'opportunité d'observer que ce côté du début avait des impacts sur les interventions thérapeutiques. Ainsi, les patients gauches avaient tendance à s'améliorer pour la reconnaissance des émotions, alors que les patients droites à se péjorer à la suite d'une intervention. Pour en finir avec tous ces croisements, j'espère vous avoir convaincu que la relation entre Parky et Louise ne se résumait pas uniquement à du visible, qu'il existe également ce monde de l'invisible, ces handicaps qui, au quotidien, ont un impact sur Louise et toutes les personnes vivant avec la maladie de Parkinson, et dont les chemins dans le temps ne sont pas tout tracés. L'heure est grave, tous nos finalistes sont passés. On va vous faire un résumé pour les 4 derniers. Nous avions donc Henri Ly qui a slamé sur macrophages et nanoparticules. Léonore Bonin de l'Université de Neuchâtel qui nous a parlé des poissons nettoyeurs. Dorsan Lepour qui nous a raconté sa solution d'écologie pour Gauthier. Et à l'instant, Philippe Vauru de l'Université de Genève qui parlait de Parkinson. Merci et bravo à tous les candidates et candidats. Ça y est, il est temps pour notre jury de délibérer, ce qui signifie que vous aussi, ici à l'Université de Fribourg ou depuis chez vous, si vous nous suivez en direct, vous allez pouvoir voter, c'est le moment, et tout ça grâce au code QR qui s'affiche ici. Vous les scannez, prenez une photo avec votre téléphone, vous verrez, le lien s'affiche. Je dis ça pour ma maman, c'est compliqué. On a la même. Va. On a la même. À partir de maintenant, alors vous avez pris le QR code en photo avec votre appareil photo, ce qui va vous donner tous les indices pour voter. À partir de maintenant, vous avez 20 minutes. Après, ce n'est plus possible. Et puis, donc, le jury va délibérer de son côté. Et comme c'est une lourde tâche, il va y avoir un verre qui vous sera servi, là, juste derrière les portes. Mais attention, c'est un petit verre, parce que c'est juste la pause. Parce qu'on se retrouve à 20h22, ici même, pour la remise des prix. Allez. Bon vote. Bon vote. Ouh.
Merci beaucoup. Je ne sais pas quelle heure il est, mais vous êtes super d'être revenus vite. Alors cette fois, ça y est, le vote du public est terminé. Et c'est parti pour la remise très, très attendue du prix de cette finale suisse de concours Ma thèse en 180 secondes. Une remise qui va se dérouler en plusieurs temps. D'abord, le prix du public, donc le vôtre, puis le jury viendra nous rendre ces enveloppes contenant les noms des lauréates et lauréats. Deuxième, troisième et premier prix. Plusieurs personnalités vont nous rejoindre sur scène pour annoncer les résultats. Et pour être sûr que tout se passe dans les règles de l'art, je vous prie d'accueillir notre assesseur Denis Billot, secrétaire général de la Conférence universitaire de Suisse occidentale qui coordonne ce concours. Merci de l'applaudir. Bonsoir, bonsoir Denis. Claire, bonsoir Marie, bonsoir à toutes et tous. Quelle belle soirée. Une bonne cuvée alors 2024. Magnifique, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. Bah oui, bah nous on est ravis. Oui, bah oui, on est bien là. C'était génial, non? Bon, maintenant on aimerait savoir. Dites-leur que c'était génial. Bravo. Alors donc, vous avez le prix du public. Et pour l'annoncer, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Lise-Marie Graden, préfecte du district de la Sarine, qui peut nous rejoindre sur scène. Bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup. Alors, pour ma part, j'ai aussi tout gagné. J'ai compris beaucoup de choses en très peu de temps. Merci beaucoup. Et puis, mon fils se réjouit d'entrer à l'université. Donc, yeah. Merci. Bravo. Il est là. Et on découvre maintenant le nom de la personne qui gagne le prix du public. Alors, il s'agit de Stella Laperoussa. Stella Laperoussa, prix du public de cette finale 2023 et qui reçoit donc le chèque. Bravo, félicitations Stella. Un mot, bref. Merci, merci à tout le monde, c'était super. J'ai passé une très bonne soirée. Merci à l'équipe de rugby qui a dû contribuer, je pense. Et nous aussi, merci beaucoup parce que c'était vraiment le prix du public, c'est quand même un très beau prix. Merci. Merci beaucoup, Madame Graden. Oh, j'ai eu peur. Moi aussi. Personne n'est tombé. C'est vrai que ça faisait un bruit de tombe. Et maintenant, on va passer au prix décerné par notre jury. Il y en aura 3 et c'est Jean-Philippe Seppi de la RTS qui va nous rejoindre sur scène pour nous remettre les enveloppes des résultats. Le journaliste récemment encore producteur et présentateur de Temps présent et auteur d'une thèse sur l'histoire de la caméra cachée dans le journalisme de télévision. Jean-Philippe, bonsoir. Bravo. Merci. Alors, lourde tâche que la vôtre ce soir. Est-ce que ça a été tendu les discussions ou bien vous êtes mis C'était un peu d'accord? tendu, oui. Il a fallu passer au vote. On est en Suisse, en démocratie. Ça a été pas tendu, ça a été amical. C'était un plaisir. Le jury ne se connaît pas. On a fait connaissance. Et s'il y a eu un tout petit peu peut-être d'hésitation, c'est qu'on était très impressionnés par la qualité de ce qui était proposé. On a tous été passionnés. On a tous tout compris. Particulièrement moi, qui suis un pur lettreux et qui ne comprend rien aux sciences. Et donc, ça veut dire que l'exercice était vraiment bien réussi. Bravo à tous et bravo aux candidats. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Voilà, donc on a les enveloppes. Pour remettre le 3e prix d'une valeur de 750 francs, nous invitons sur scène Madame Sophie Rivara, doctoresse sciences de la vie de l'EPFL à Lausanne, gagnante de la finale suisse en 2022 avec sa thèse « Traquer la localisation spatio-temporelle et les interactions du senseur de l'immunité innée Sting ». Bonsoir. Bonsoir. Le 3e prix revient à Félix Delerme. Félix Delerme de l'Université de Neuchâtel sur le rapport entre la responsabilité et les maladies non transmissibles. Bravo! Merci beaucoup. J'ai pas grand chose à dire, merci beaucoup. C'est super, c'est une très belle soirée, mais les autres candidats étaient géniaux, voilà. Merci beaucoup. Et merci Sophie Rivara d'être venue remettre ce prix. Et attention, l'attention monte en d'écran, puisqu'on va remettre le 2e prix d'une valeur de 1000 francs. Le plaisir d'accueillir sur scène Monsieur Johan Tenesi,
qui est docteur en sciences de l'Université de Lausanne, gagnant de la finale suisse 2021. Ça y est, il peut venir, il est bloqué. Il peut venir, il attend plus que ça. Et grand gagnant de la finale internationale, dont les recherches consistent à connecter le cerveau des gens atteints par Parkinson à une intelligence artificielle pour les aider à mieux marcher. Pardon, oh, c'était long. Johan Tennessee, bonsoir. Bonsoir. Ah, vous allez rien dire non plus. Alors, vous voulez que je dise un mot? Oh, si vous voulez. Bonsoir. Minus. Très content d'être là. J'aimerais remettre le second prix de la finale suisse de ma thèse en 180 secondes 2024 à Katinka Salzman. Bravo. On lui demande de nous traduire son slam ou pas? Yeah, bravo. Bravo Katinka pour la traduction de Top Dog, Underdog. Merci beaucoup et félicitations à toutes et à tous. C'était vraiment un honneur de pouvoir partager et présenter ma recherche avec vous ce soir. Et puis je tiens quand même à dire que je suis très très soulagée parce que j'ai quand même privé tous mes amis et toutes mes amies de pouvoir regarder le match ce soir. Donc c'était un minimum ça. Voilà, je suis soulagée. Merci. Merci, bravo. Le premier prix. Et maintenant, le moment tant attendu, la remise du premier prix de cette finale suisse du concours Ma thèse en 180 secondes. Roulement de tambour? Ah non, il n'y a pas. C'est eux. Oui. Yes. Pour remettre ce grand prix, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Désirée Koenig, docteur en sciences de l'Université de Fribourg. Elle est là. Bravo. Désirée a quand même gagné la toute première édition suisse de ma thèse en 180 secondes. Bravo. Alors j'ai pu voir les candidats toute la soirée, j'ai passé la soirée à leur mettre les micros, j'ai vu comment ils étaient stressés, ils m'ont beaucoup impressionnée. Et donc, le premier prix de cette finale suisse va à Johanna Vuilly. Bravo, Johanna Vuilly, premier prix. Wow, merci beaucoup. Félicitations à tous les candidats. C'était incroyable de vivre ça avec vous. Merci à l'équipe qui a organisé ça. Vous êtes au top. Toute la journée était un vrai succès. Et puis merci au public d'avoir bravé la chaleur pour venir nous écouter. Merci beaucoup et puis profitez parce que venez poser des questions aux candidats. On se réjouit de pouvoir partager notre recherche un peu plus. Merci. Bravo. Bravo, Johanna Vuilly. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Denis Billotte de la CUSO. Et c'est déjà la fin de cette soirée. Un merci tout particulier à Marie-Claude Clément, Christian Doninelli et toute l'équipe Unicom de l'Université de Fribourg pour la réalisation de l'événement, Eric Sauge à la lumière, Patrick Matet au son, DJ Boubi, Claude-Alain Jacou à l'illustration sonore, Evolène Lavanchy et Caroline Bruguère au graphisme, Farida Kali à la production. Yeah. Parce qu'elle est très forte. Elle est très forte. Les autres aussi. Hein. Et Henri Kolofson à la coproduction. Nathaniel Michel à la réalisation vidéo. Et toute l'équipe technique de Multividéo. On invite toutes les candidates, tous les candidats à nous rejoindre sur scène avec l'ensemble du jury, s'il vous plaît. Et juste vous dire encore. Bravo. Voilà, et sous vos applaudissements, vous dire encore que bravo tout le monde, que cette fois-ci du vrai apéro va vous être servi, qu'on va prendre encore quelques photos sur scène et qu'après vous aurez effectivement l'occasion de rencontrer le public et de poser encore toutes les questions que vous voulez sur nos merveilleux finalistes. Rendez-vous l'année prochaine à Neuchâtel. Et bravo.